Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'histoire d'Angleterre. Nous avons un événement majeur dans cette histoire. Nous sommes le 7 septembre 1533 et c'est la naissance de la princesse Élisabeth au palais de Greenwich. La princesse Élisabeth, fille d'Anne Boleyn et d'Henri VIII, qui est arrivée sur Terre vers 15 heures de l'après-midi et moins de 2 semaines seulement après l'entrée en confinement d'Anne Boleyn. Alors comme vous le savez certainement, les futures mamans à cette époque-là entraient dans une chambre de confinement généralement un mois avant la date de l'accouchement. Elles étaient dans une pièce qui était close, les fenêtres étaient fermées, ces fenêtres-là avaient des rideaux, on ne laissait pas passer la lumière. Les reines étaient accompagnées de dames de compagnie et on attendait dans le calme le plus complet l'arrivée de cet enfant. Alors c'était vraiment un moment de joie, hein, cette entrée en confinement pour Anne Boleyn et pour Henri VIII. Tous deux étaient absolument persuadés que l'héritier mâle du royaume allait arriver. Anne Boleyn d'abord l'avait promis à son mari Henri VIII, qui avait accepté de divorcer de sa première épouse, de notre pauvre Catherine d'Aragon, qui elle avait eu 6 grossesses et qui n'avait pu avoir qu'un enfant vivant, la princesse Marie. Et puis les astrologues de l'époque avaient prédit effectivement que l'héritier du royaume allait arriver et ils ne s'étaient pas totalement trompés. Effectivement, c'est une petite fille qui est arrivée au moment de cette naissance, le 7 septembre 1533. Ce fut une déception pour Henri VIII, clairement, qui attendait vraiment un garçon. Mais Élisabeth fut quand même le monarque anglais de la période des Tudors qui régna le plus longtemps, 44 ans. Elle régna donc plus que son père qui lui était resté 37 ans sur le trône d'Angleterre. Donc effectivement, c'était une fille, mais quelle fille! Une personnalité incroyable, courageuse, instruite, fine politicienne et vraiment d'une intelligence rare. Élisabeth fut reine d'Angleterre et d'Irlande pendant 44 ans. Alors elle reçut le prénom de ses deux grands-mères qui s'appelaient également Élisabeth. Alors la première Élisabeth d'York qui était la mère d'Henri VIII et Élisabeth Howard qui était donc la mère d'Anne Boleyn. Elle fut baptisée quelques jours plus tard, le 10 septembre, et elle reçut des parrains et des marraines prestigieux et prestigieuses, bien sûr. Il y avait Thomas Cranmer, qui était l'archevêque de Canterbury. Il y avait Henry Courtenay, le marquis d'Exeter. Ensuite, Elizabeth Howard, duchesse de Norfolk. Margaret Wotton, la duchesse de Dorset. Donc c'était vraiment des personnages importants, comme c'était la coutume à l'époque. On se rappelle que la mère d'Élisabeth a été exécutée à la Tour de Londres suite à des accusations de trahison, d'adultère et d'inceste le 19 mai 1536. Et donc Élisabeth n'avait que 3 ans lorsque sa maman est décédée. On sait aussi que les enfants royaux étaient élevés par des gouvernantes, par des dames de compagnie, qu'elles avaient déjà très tôt des précepteurs. Donc Élisabeth n'a pas beaucoup connu sa maman et comme sa demi-sœur Marie Tudor, la première fille d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon, au moment où sa mère a été exécutée, elle fut déclarée illégitime et seulement 11 jours après l'exécution de sa mère, son père Henri VIII épousa sa troisième épouse Jane Seymour qui donna naissance en 1537 effectivement à l'héritier mâle tant attendu, le jeune Édouard. Alors je vous invite à regarder les chroniques précédentes si vous le souhaitez. J'avais proposé une chronique du 1er au 19 mai sur la chute d'Anne Boleyn. J'étais revenue le 20 mai parce que le lendemain de l'exécution de sa deuxième reine, Henri VIII s'était effectivement fiancé avec Jane Seymour et 11 jours plus tard, il l'avait épousée et vous retrouverez tout ça dans les vidéos précédentes du mois de mai. Alors lorsqu'elle eut 4 ans, la petite Élisabeth donna en cadeau sa propre robe de baptême à son demi-frère Édouard. Édouard qui rejoignit ensuite Élisabeth et Marie au palais de Hatfield pour y être élevés ensemble. Ce que l'on sait, c'est que ces 3 enfants de mères différentes s'entendaient bien quand ils étaient enfants et ils ont vécu de nombreux moments ensemble.
Élisabeth était une enfant calme et travailleuse, et elle s'entendait à merveille avec la sixième épouse de son père, Catherine Parr, qui était une femme très douce, très intelligente. Et à la mort de son père, et bien justement, c'est Catherine Parr qui prit soin d'elle, qui prit soin de son exécution. Elle était reine douairière et elle se remaria avec Thomas Seymour, qui était le frère cadet de Jane, la troisième épouse d'Henri VIII. Alors il semble que ce dernier ait tenté une approche vers Élisabeth, qui était une jeune adolescente, toute belle, toute fraîche, mais effectivement Catherine Parr, pour la protéger, renvoya Élisabeth au palais de Hatfield. À la mort de son demi-frère, le roi Édouard VI, c'est donc Marie Tudor, qui monta sur le trône sous le nom de Marie Ière, après s'être débarrassée d'une de leurs cousines protestantes, Jane Grey, qu'Édouard avait choisi comme successeur au trône. Il n'avait pas en cela respecté le troisième acte de succession de son père Henri VIII, qui prévoyait que si Édouard n'avait pas d'héritier mâle, eh bien la succession revenait à sa demi-sœur dans l'ordre de naissance, Marie, et ensuite Élisabeth, si Marie elle-même n'avait pas d'héritier mâle pour monter sur le trône. Donc Marie imposa sa foi, Élisabeth fut contrainte de s'y soumettre. Elle avait une sensibilité très profonde déjà depuis son adolescence pour la religion réformée. C'était le cas de Catherine Parr, qui lui avait donc transmis ses convictions et qui étaient partagées par Élisabeth. Donc Élisabeth fut suspectée d'avoir pris parti à un complot que l'on a appelé le complot de Wyatt, la révolte de Thomas Wyatt, qui visait à destituer justement la reine Marie Ière pour placer sur le trône sa demi-sœur Élisabeth. Donc elle a été enfermée un temps à la Tour de Londres de laquelle elle est sortie le 22 mai, mais elle n'a pas été totalement libérée. Elle a été placée à ce moment-là en résidence surveillée à Woodstock, près de Hatfield. Et le 17 avril 1555, elle fut rappelée à la cour pour être près de sa demi-sœur, la reine Marie, qui était sur le point d'accoucher. En réalité, Marie n'accoucha pas, cela s'est avéré être une grossesse nerveuse. Et le 6 octobre 1558, Marie était vraiment très très malade et elle reconnut sa demi-sœur comme l'héritière du royaume. Marie décéda le 17 novembre et Élisabeth monta sur le trône d'Angleterre et fut couronnée à l'abbaye de Westminster le 15 janvier 1559. Alors dès son couronnement, eh bien, la question de son mariage a été abordée par son conseil. Elle était une femme. Effectivement, elle était appelée la Reine Vierge parce qu'elle ne s'est jamais mariée, mais elle eut plusieurs favoris comme Robert Dudley, son ami d'enfance et son meilleur ami, mais elle ne franchit jamais le pas. Avait-elle compris à l'exemple de sa mère que se marier lui aurait ôté une partie de son pouvoir et de sa liberté? C'est fort possible. Il faut dire que les exemples de la vie maritale de son père furent certainement pour elle un traumatisme. Alors elle tenta un temps de s'accorder avec ses conseillers, elle accepta de recevoir des offres matrimoniales, elle accepta de recevoir des lettres de prétendants, elle accepta même de recevoir des prétendants, mais elle déclina toutes les offres qui lui avaient été faites aux grandes dames de son premier ministre William Cecil et de son conseil. Alors malgré d'autres favoris, Élisabeth était une femme aimante, les hommes l'aimaient. Elle a donc eu d'autres personnes qu'elle a favorisées, qui étaient près d'elle et pour lesquelles son cœur battait. Ce que l'on peut dire, c'est que Robert Dudley, le comte de Leicester, a toujours fait partie de sa vie et a toujours été la personne la plus importante pour elle dans son cœur. Et lors de la mort d'Élisabeth en 1603, eh bien, on a retrouvé la dernière lettre que Robert Dudley lui avait écrite 15 ans plus tôt. C'est une lettre qu'elle avait toujours gardée près d'elle jusqu'à son dernier souffle.
Alors Élisabeth lutta toute sa vie contre sa cousine catholique Marie Stuart. Marie Stuart qui a été décapitée au château de Fotheringhay le 8 février 1587. Et Élisabeth n'ayant pas eu d'enfant, c'est finalement le fils de Marie Stuart, le roi Jacques VI d'Écosse, qui devint l'héritier du trône d'Angleterre en devenant Jacques Ier Stuart, roi d'Angleterre. Donc, effectivement, ces deux femmes qui avaient bataillé toute leur vie, Marie Stuart qui avait beaucoup comploté contre sa cousine Élisabeth, étaient finalement liées dans la mort par cette succession, par le fils de Marie Stuart, et puis aussi justement parce que Jacques a fait réaliser plus tard à Westminster un tombeau pour la reine Élisabeth qui se trouve être juste à côté de celui de la reine Marie Stuart. Alors à quoi valaient toutes ces années de guerre et de conflit quand on est retrouvé comme ça dans la mort? Et puis enfin, pour terminer, je vous dirais que Élisabeth a énormément soutenu les protestants de France pendant les guerres de religion. Elle a mené une politique d'expansion en Outre-mer. Ses forces navales ont vaincu la dite invincible armada de Philippe II d'Espagne en 1588 qui attaquait les côtes anglaises et qui pensait prendre possession de l'Angleterre. Dès 1589, eh bien, Élisabeth a continué à soutenir les protestants de France et notamment Henri IV. Alors Henri IV est monté sur le trône après Henri III, Henri III de Valois qui avait été assassiné par le moine fanatique Jacques Clément alors qu'il était sur sa chaise percée et que le moine Jacques Clément a prétendu avoir un secret à délivrer au roi et l'a assassiné. À ce moment-là, Henri de Navarre était protestant et c'était impossible pour les catholiques de France d'imaginer effectivement un roi protestant sur le trône. Donc Élisabeth a vraiment soutenu Henri IV qui ne s'est converti au catholicisme qu'en 1593 et qui a été sacré roi de France, alors non pas à Reims comme les rois de France, mais à Chartres, puisque justement la ville de Reims lui était fermée étant donné qu'il était jusque-là protestant. C'est donc à Chartres qu'il a été sacré roi de France. Ça a beaucoup déçu la reine Élisabeth qui justement l'avait énormément soutenu. Alors après cela, eh bien, Élisabeth était dans la dernière phase de sa vie. Robert Dudley était donc décédé. Elle eut un autre favori qui était le beau-fils de Robert Dudley, qui était le fils de Lettice Knollys, la deuxième épouse. Robert d'Évreux, nouveau favori de la reine, ils avaient plus de 30 ans d'écart, mais qu'à cela ne tienne, il avait réussi à la séduire et il obtenait d'Élisabeth vraiment de nombreux bénéfices. Le 4 août 1598, elle a perdu son fidèle conseiller William Cecil, c'est le fils de celui-ci, Robert Cecil, qui est devenu son conseiller principal à la suite de cela. Et puis Robert d'Évreux, justement, son dernier favori, a comploté contre elle, il s'est soulevé contre elle et il fut décapité le 25 février 1601. Donc affaiblie par une vie intense et de nombreuses épreuves, Élisabeth rendit l'âme quant à elle le 24 mars 1603 au palais de Richmond entre 2 et 3 heures du matin, à l'âge de 69 ans. Voilà pour cette chronique du jour qui était un peu plus longue que les précédentes, mais notre Élisabeth le vaut bien, vraiment une femme extraordinaire qui a été très très forte, qui dans un siècle masculin, dans un siècle fort et difficile, a réussi à garder son pouvoir en main propre, qui a donné sa vie pour l'Angleterre. Je vous ai proposé d'ailleurs il y a un temps une chronique sur la reine Élisabeth en tant que personnage et sur l'un des discours qu'elle a pu dire à un moment donné dans sa vie où elle disait que son mari, son alliance, son engagement, c'était avec l'Angleterre et avec ses sujets. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique.